Donc bonjour tout le monde. Donc effectivement, je vais commencer par un petit cadrage un peu conceptuel sur les questions de conseil agricole. Et Patrick, après, complétera sur les enjeux qui ont été listés par Christian. Alors tout d'abord, donc diagnostic et justification de la relance du conseil agricole. En fait, le premier constat que l'on fait, c'est que l'offre actuelle en conseil agricole, en fait, est très en deçà des besoins des producteurs et des productrices, aussi bien en quantité qu'en qualité. Alors en quantité, c'est très variable suivant les pays, mais souvent la FAO dans une norme de 1 conseiller pour 250 producteurs. Il y a des pays où on va être un conseiller pour 500, un conseiller pour 1000. Lorsqu'on est à un conseiller pour 1000, il va de soi qu'en fait, il n'y a pas de conseil qui est fait. Et la situation est certainement pire si vous êtes une femme, ou si vous êtes jeune, ou si vous êtes un pasteur mobile. Vous serez encore moins touché par les dispositifs de conseil agricole. Et autre constat actuel, c'est que l'essentiel du conseil agricole aujourd'hui est essentiellement porté par des financements extérieurs. Alors, ce constat, en fait, c'est le fruit d'une longue période de désengagement, en gros, depuis les années 90. Alors, vous avez dans la page repère du futur grain de sel qui a été distribué un espèce de petit schéma qui veut représenter l'enchaînement disons, de grandes phases de conseil agricole, enfin, vulgarisation, training and visit, et puis après d'autres conseils agricoles, qui est arrivé, et avec, en gros, un creux, effectivement, dans les années 90, lié aux politiques d'ajustement structurel, et un début de réengagement, il nous semble, depuis peut-être une dizaine d'années. Notre conviction, c'est que relancer le conseil agricole est aujourd'hui un triple impératif. Alors, Christian en a parlé, triple impératif économique, social, environnemental et sanitaire. Alors, je ne vais pas reprendre tous ces différents points. Il m'a un peu coupé l'herbe sur pied, mais je vais juste mentionner peut-être deux exemples. Le plan Maroc vert, donc au Maroc, énormément d'investissements ont été consacrés au secteur agricole, et au bout d'un certain temps, en fait, l'État marocain s'est rendu compte que finalement la viabilité de ces investissements ou leur efficacité n'était pas très élevée, d'où la nécessité de se réengager dans le conseil agricole. Et on a eu le même constat en fait au Niger, avec une grande initiative aussi publique, I3N, donc les Nigériens nourrissent les Nigériens, avec de l'argent investi dans le secteur agricole. Et première évaluation, on se rend compte que finalement, ces investissements ne donnent pas tous leurs fruits, d'où la nécessité de relancer le conseil. Donc premier impératif économique. Social, bon, on en a parlé, il y a clairement une préoccupation d'inclusion. Je pense que si vous êtes une jeune femme pasteur, vous avez peu de chances d'être inclus dans les dispositifs de conseil aujourd'hui. Et une préoccupation qui est grandissante, une préoccupation environnementale et sanitaire. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on a des poches d'intensification de l'agriculture, enfin notamment mettons des zones cotonnières ou des zones où se développe l'irrigation, petite irrigation ou grande irrigation. Et si on prend le cas, par exemple, de la petite irrigation, on va avoir ce qu'on va appeler peut-être des cocktails explosifs où on a à la fois des gens peu ou pas alphabétisés qui utilisent des produits non homologués, sans se protéger, où on a un certain nombre on a beaucoup de femmes qui vont travailler dans les périmètres irrigués maraîchers, femmes qui vont souvent être soit enceintes, soit allaitantes. Bon, là, on a un cocktail explosif possible. On a des gens qui utilisent des produits et clairement qui ne vont pas prendre les précautions nécessaires. Donc voilà, triple. Et après, bon, il y a aussi des questions de s'adapter au changement climatique. Alors, face à cette conviction, c'est vrai que souvent, on va nous dire, OK, d'accord, mais est-ce que le conseil agricole rapporte de l'argent? Enfin, en gros, quel est le rapport coût-bénéfice? J'imagine qu'à l'AFD, on aimerait bien peut-être qu'on puisse vous sortir un taux interne de rentabilité. Clairement, on n'est pas en mesure de faire ça. Patrick va un peu parler de suivi évaluation tout à l'heure. Cependant, notre conviction, c'est que le coût du conseil est probablement inférieur au coût de l'absence de conseil dans le long terme et au risque que l'on prend à ne pas fournir ce conseil agricole. Alors, autre élément de diagnostic, c'est que globalement, le marché et le secteur privé n'ont pas réussi à faire émerger une offre suffisante de conseil agricole. Alors certes, du conseil agricole privé,
s'est développé. On a une multitude de dispositifs, d'acteurs, de méthodes qui existent, mais pas suffisantes. Et donc, notre conviction, c'est qu'on a besoin de politiques publiques. Alors, pourquoi on a besoin de politiques publiques? Déjà, le conseil agricole, la nature du conseil agricole est très liée à la vision de l'agriculture qu'on va promouvoir et à la place, finalement, de l'agriculture dans la société. Donc, clairement, c'est un enjeu de politique publique. On a mentionné qu'il y avait différents dispositifs, privés notamment, et publics, et il y a besoin de coordonner tous ces dispositifs, de les réguler, de les financer. Donc on a besoin de l'État et de politiques publiques pour ces fonctions-là. Alors en revanche, on n'a pas besoin de n'importe quelle politique publique. Ce qui nous semble important, c'est d'avoir des politiques publiques qui valorisent les dispositifs existants aujourd'hui, pas de créer de nouvelles agences ou de choses comme ça, mais vraiment valoriser l'existant sur le terrain et éviter le transfert ou de méthodes passe-partout, ce qui pourrait être assez séduisant. Les champs écoles paysans on en parle beaucoup, c'est certainement une très bonne approche, ça ne va pas répondre à toutes les préoccupations de conseil. L'AFD travaille beaucoup sur le conseil de gestion, c'est une très bonne approche, ça ne va pas répondre à tous les besoins de conseil. Et il nous semble donc que ces politiques publiques doivent reposer sur un nouveau cadre d'analyse, et donc ce qu'on va présenter, c'est un cadre d'analyse qui essaie justement de valoriser l'existant. Donc, ce sera la suite de la présentation, donc, où notre objet, en fait, on parle de système intégré de conseil agricole ou de système national de conseil agricole. Alors, parfois, on passe de l'un à l'autre, et en fait, on a constaté que quand on parle de système national, parfois, pour un certain nombre de personnes, à partir du moment où il y a le terme national, ça veut dire public. Là, on ne parle pas forcément d'un système public, on parle d'un système intégré, public, privé, profession agricole. Alors, ce système intégré de conseil agricole, en fait, on a deux... Il nous semble déjà qu'il faut distinguer donc, la partie centrale en grise, qui sont les dispositifs de terrain, et la partie périphérique en rouge, qui sont tous des réseaux d'acteurs périphériques. Sur le terrain, on va avoir tout un tas de dispositifs. Des dispositifs de l'État ou publics, donc ça peut être des agences, des dispositifs d'économie mixte, des ministères sectoriels, ça peut être des communes, encore que on trouve encore finalement peu de communes qui ont eu cette compétence transférée, mais il y en a. On trouve bien sûr tous les dispositifs liés à la profession agricole, alors des dispositifs intégrés dans des coopératives généralistes, mais on trouve aussi des dispositifs spécialisés sur le conseil agricole, enfin des centres de gestion en économie rurale au Sénégal ou dans d'autres pays. Les dispositifs des chambres d'agriculture, et puis il peut y avoir encore d'autres dispositifs. Au Niger, par exemple, on a des GACAP, ce sont des groupements d'appui conseil paysan, qui est une autre forme de dispositif paysan de conseil agricole. Et puis on a tout un tas d'autres acteurs, de dispositifs privés, très hétérogènes. Dans tous ces cercles gris, on va avoir des gens à la fois dont le conseil est le cœur de métier. Ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des GIE, ça peut être des ONG. Et puis on va avoir aussi des gens dont le conseil, clairement, n'est pas le cœur de métier. Des boutiques d'intrants qui, pourtant, font du conseil agricole. On va avoir des entreprises dans le négoce. Enfin, on peut avoir des structures, la CMDT fait du conseil technique, vont intervenir ici. Donc on a dans ce groupe de structures, enfin de dispositifs privés, des gens avec des stratégies, des objectifs, des démarches très très différentes. Et tout autour de ça, on a tous nos réseaux périphériques, enfin tous nos acteurs périphériques, ça peut être des services centraux des ministères, des agences, des universités, des centres de formation, l'Assemblée des chambres d'agriculture, des fêtières d'OP, et puis à droite aussi des représentants du secteur privé. Alors, le temps. Le système intégré donc, de conseil agricole, pour nous, ce n'est pas une structure institutionnelle unique, mais un réseau d'institutions. Il faut reconnaître la diversité de ces acteurs. Et en fait, juste pour vous donner un chiffre, au Niger, il y a un inventaire qui a été fait l'année dernière. Et aujourd'hui, on a en gros un tiers des conseillers de terrain qui relèvent plus ou moins des dispositifs de l'État, un tiers de la profession agricole et un tiers du secteur privé. Donc ça veut dire qu'on a 2 tiers pour l'ensemble du secteur privé. Donc clairement,
maintenant, les services de l'État sont minoritaires dans le conseil agricole de terrain. Autre exemple au Niger, région de Maradi, on a une trentaine d'acteurs qui interviennent sur le terrain, sur du conseil agricole, et on a une vingtaine d'acteurs qui interviennent sur des fonctions support, de recherche, des choses comme ça. Donc, à chaque fois, ça fait des grands nombres d'acteurs à mettre en synergie. Deuxième notion que l'on souhaite faire passer, c'est qu'un système intégré de conseil agricole, ce sont donc des dispositifs de terrain plus des fonctions support. Alors, les fonctions support, c'est tout ce qu'on a autour. C'est par exemple planifier, coordonner, animer tous ces dispositifs de terrain. Ça va être réglementer, contrôler ces dispositifs de terrain. Les financer, le suivi, évaluation, à la fois pour alimenter la planification et puis aussi pour alimenter la recherche. La formation, l'information, la veille, tout ça sont des fonctions support à prendre en compte qui vont être mises en œuvre par tout un tas d'acteurs. Et un message important que l'on souhaite faire passer, c'est de dire si on veut renforcer le conseil agricole, il faut à la fois renforcer ces dispositifs de terrain et ces fonctions support aujourd'hui, et ne pas considérer, deuxième message, en fait, que ces fonctions support soient forcément des fonctions régaliennes. Dans certains pays, on nous a dit non, mais le conseil, c'est une fonction régalienne. Bon, on pourrait discuter de ce qu'est une fonction régalienne, mais peut-être que là-dedans, la fonction régalienne, c'est le contrôle. C'est pas forcément le suivi et évaluation, par exemple. Donc, il y a moyen de partager ces fonctions. Les différentes formes de conseil agricole, alors ça, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Valentin ou Christian qui en a parlé tout à l'heure. Bon, souvent, le conseil agricole, au départ, on parle plutôt conseil agricole technique, donc on va dire vulgarisation technique de base. C'est souvent la première demande des producteurs. Une forme de conseil qui est très largement diffusée aussi, c'est tout ce qui concerne l'animation rurale ou la sensibilisation à l'action collective. Une forme de conseil bien connue de l'AFD, c'est le conseil de gestion aux exploitations individuelles ou aux OP. Une autre forme de conseil juridique, souvent très nécessaire pour les pasteurs nomades, par exemple, qui peut être à la base de la vulgarisation des textes, ou alors ça peut être de l'assistance juridique, y compris au niveau transnational. Ensuite, on peut avoir besoin de conseils techniques plus avancés. On peut avoir besoin de conseils filières, de conseils d'entreprise aux OP, de conseils d'entreprise aux exploitations. À ce moment-là, on peut avoir besoin de comptabilité. En termes d'animation rurale, le degré suivant, ce serait tout ce qui concerne le conseil en structuration des OP, la mise en place de fédérations, leur professionnalisation, la mise en place d'interprofessions, de plateformes d'innovation. Et puis un autre besoin qui est très souvent négligé, c'est l'alphabétisation. Alors on pourrait discuter, est-ce que l'alphabétisation fonctionnelle est du conseil ou pas? Il se trouve que l'alphabétisation fonctionnelle aide à apprendre, ce qui est l'une des dimensions du conseil agricole. Et en fait, c'est le socle. Et donc au final, il nous semble qu'on a besoin de conseils dans tous ces domaines et de tous ces niveaux. Alors ça va dépendre des exploitations, ça va dépendre du type de filière, ça va dépendre du degré de structuration des paysans, et à chaque fois, il faut trouver la bonne porte d'entrée. Les chambres d'agriculture, en fait, au Niger, nous disent, finalement, le conseil de gestion, pour nous, c'est une bonne porte d'entrée, parce que ça nous permet, après, de mieux comprendre les besoins des producteurs et de hiérarchiser un peu tous ces besoins-là. Ce qu'il faut dire, c'est que certaines formes de conseil sont très bien couvertes. Conseil technique, animation rurale, c'est plutôt bien couvert. Conseil filière, très peu. En tout cas, très peu en Afrique de l'Ouest. Moi, je suis toujours assez sidéré quand on me parle de conseil filière comme étant juste de l'appui à la transformation d'un produit agricole. Bon, c'est une façon très restrictive, il me semble, de voir le conseil filière. Et autre élément important, c'est que tous ces besoins de conseil, en fait, ils peuvent être remplis par différentes organisations, différents dispositifs de terrain qui n'ont pas les mêmes avantages comparatifs. Au Niger, par exemple, les chambres d'agriculture ont un avantage comparatif sur le conseil de gestion. À l'inverse, des groupements services conseils ont un avantage comparatif pour de l'ingénierie en petite irrigation, par exemple. Alors, du coup, en conclusion de cette slide, l'élément important, ce qui nous semble, c'est qu'il faut à la fois du conseil à l'exploitation familiale, du conseil aux OP
et du conseil à l'innovation collective. Et ce sera, si je ne me trompe pas, ma dernière slide. Conseil et conseiller, en fait, on voulait revenir un peu sur une définition, parce que finalement, depuis le début, on parle de conseil, on n'a pas vraiment défini ce que c'est. L'intitulé de la présentation, c'était... On parlait de vulgarisation et de relancer la vulgarisation et le conseil agricole. Et en fait, dans le petit groupe de travail, on s'est même posé la question, est-ce qu'il faut maintenir le terme vulgarisation agricole ? Parce que c'est un peu dépassé, parfois c'est un peu connoté très training and visit. Donc peut-être qu'en fait, il faudrait juste écarter ça et ne parler que conseil agricole, qui serait à ce moment-là la nouvelle mode. Il nous a semblé important de conserver les deux, parce qu'en fait, il y a besoin des deux. Si on revient au schéma précédent, dans certains cas, on a besoin de vulgarisation au sens un transfert de connaissances et de technologies, donc quelque chose de plutôt prescriptif, mais on en a besoin. Dans d'autres cas, on va avoir plutôt besoin de conseils qu'on va définir comme peut-être avec différentes modalités de conseils. Ça peut être une aide à la décision des producteurs. On présente aux producteurs différentes options, c'est le producteur qui choisit. On peut voir aussi le conseil comme étant une aide à la résolution de problèmes. C'est-à-dire, un conseiller travaille avec le producteur pour mieux caractériser sa problématique et trouver une solution. Donc en fait, il n'y a pas finalement une forme de conseil, il y en a vraiment différentes formes de conseil. Et puis une troisième notion qui nous semble importante, c'est la notion d'accompagnement, qui d'ailleurs, lorsqu'on travaille avec des organisations paysannes, c'est souvent un terme qu'ils utilisent très fréquemment, et il me semble qu'il leur parle beaucoup. Là, on est plutôt sur de l'accompagnement longue durée, des initiatives, sur de la médiation. Et tout ça est nécessaire. Donc, ce qui nous semble important, c'est de pas juste dire, bon voilà, on va plus parler de vulgarisation, maintenant on va parler de conseil, on change juste la terminologie. Non, en fait, on a besoin des deux, on a même besoin des trois. En fait, l'ensemble de ces démarches sont nécessaires. Je mettais une petite note entre parenthèses, attention à l'altération des démarches, par exemple les champs écoles paysans. Un champ école paysan, en principe, c'est pas de la vulgarisation. En principe, un champ école paysan, c'est quelqu'un qui vient faciliter une réflexion et aider les paysans à trouver des solutions. Dans la définition FAO, c'est ça. Après, quand on regarde sur le terrain, qu'est-ce que c'est qu'un champ école paysan ? Très souvent, c'est un champ de démonstration, donc de la vulgarisation agricole. Donc, de toute façon, ces termes vulgarisation-conseil, on va avoir des gens qui disent on fait du conseil alors qu'en fait ils font de la vulgarisation, et réciproquement. Autre point, le conseil, en fait, ou ces différentes formes de conseil, exigent des compétences assez différentes en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être, des postures différentes. Et on va avoir ce que l'on a constaté aussi, des conseillers, entre guillemets, très différents. C'est-à-dire on peut avoir sur le terrain des paysans relais, ou des paysans experts, ou des paysans pilotes. On peut avoir des animateurs endogènes, on peut avoir des conseillers, on peut avoir des superviseurs, qui tous sont nécessaires. Et en fait, il ne faut pas seulement qu'on se concentre sur le maillon conseiller. Dans la page repère, on donne aussi des chiffres issus d'une étude récente au Niger, où finalement, si on regarde comment se répartissent les ressources humaines sur le terrain, 40% de la ressource humaine dédiée au conseil aujourd'hui, ce sont des animateurs endogènes. 30%, ce sont des paysans relais, donc des paysans bénévoles qui font du conseil. Et les conseillers diplômés, tout ça ne représente finalement que 23%. Donc on est obligé de s'intéresser à ces différents types, on va dire, de conseillers. Donc voilà pour le cadrage général. Je passe la parole à Patrick sur quelques enjeux.